Bonjour tout le monde. Je tiens d'abord à remercier Madame Katia Beniria pour sa collaboration. Madame Beniria représente Triemploi. Pour être concis, Triemploi, ça sera l'intermédiaire entre nos étudiants et nos employeurs. Je laisserai le soin ensuite à Madame Katia Beniria qui vous expliquera davantage ce qu'elle fait et ce qu'elle pourra vous proposer. Je remercie aussi notre cher directeur, Monsieur Benhamoun, d'assister à ce webinaire. Toute ma gratitude aussi à notre directrice adjointe, Madame Ben Abdelhafed, qui m'a fait confiance aussi et qui m'a intégré dans son équipe de Rolex. Avant de commencer, je souhaiterais vous expliquer aux étudiants le déroulement de ce webinaire. Alors, ce webinaire est divisé en 3 parties. La première partie s'intitulera comment préparer sa demande de travail. La seconde partie, quant à elle, abordera la question suivante. Comment surfer sur la plateforme de demande de travail? Ici, on parle en l'occurrence de Triemploi, vu que c'est notre partenaire aujourd'hui. Et nous conclurons notre webinaire par des questions de nos aimables étudiants qui éventuellement ils souhaiteront poser leurs questions. Je donne la parole d'abord à notre cher directeur. Tfadal, monsieur le directeur. Bonjour tout le monde. Merci monsieur Khadri. Merci madame Ben Abdelhafed et notre chère madame Beniria. Je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité à animer ce webinaire, très important pour nos étudiants. Nous connaissons tous l'intérêt de nos étudiants, de nos gradués pour le problème de l'emploi qui est devenu un problème très récurrent pour les universitaires. Et on sait très bien qu'aborder ce sujet, c'est quelque chose d'essentiel pour les étudiants, surtout que chercher un emploi est un premier pas dans la vie et que aborder ce sujet avec un peu de professionnalisme permet peut-être de ne pas faire l'irréparable. Et c'est pour ça que nous allons suivre avec intérêt votre exposé. Je remercie tout le monde pour leur disponibilité et pour leur participation. Merci. Merci. Votre microphone, Monsieur Khadri. Oui, on vous entend. Je donne la parole à Madame Benabdelhafed. Et éventuellement, vous pouvez donner un mot. Je vous remercie, Monsieur Khadri. C'est un plaisir de travailler avec vous. Je suis très heureuse de pouvoir concrétiser ce webinaire. Donc, c'est vraiment une collaboration concrète avec Triemploi. Triemploi avec qui nous avons eu l'occasion de signer une convention l'an dernier. Nous voulons vraiment faire beaucoup de choses ensemble. Avec la Covid, ça a un peu traîné, mais on a commencé en virtuel et Inch'Allah, on va organiser d'autres forums, d'autres coopérations en présentiel. Je vous remercie, Madame Beniria. Je vous donne la parole et je salue les étudiants pour leur intérêt accordé à ce webinaire. Voilà, merci. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier l'école, donc à remercier Madame Abdelhafed, donc avec qui je suis en contact depuis maintenant plusieurs mois. Et merci aussi donc à Monsieur Benhamoun et à Monsieur Kadri pour cette collaboration à ce webinaire. Donc, on espère qu'il sera très productif pour les étudiants, donc les nouveaux diplômés de l'ESCF. Donc, le but de ce webinaire, c'est vraiment de permettre aux étudiants d'avoir un premier aperçu donc par rapport à la recherche d'emploi, parce que comme ce que je vous disais auparavant, c'est que la recherche d'emploi est en elle-même un métier en fait. Donc, avant de prétendre à un métier, il faut d'abord apprendre à chercher un emploi. Donc, pour ce faire, la première partie de ce webinaire, dans cette première partie, nous allons parler dans un premier temps de comment réaliser déjà un CV. Donc, parce que pour réaliser un CV, donc c'est tout un art.
Donc un CV, il faut qu'il soit bien écrit, il faut qu'il soit bien structuré, il faut qu'il soit également bien lisible, parce que vous savez, un recruteur reçoit des centaines et des milliers de CV par jour. Donc pour qu'il ne puisse pas passer à côté du CV d'un nouveau diplômé ou d'un chercheur d'emploi. Donc, il y a certaines règles à respecter. Donc, je vais faire un partage d'écran par rapport, une petite présentation que nous avons préparée. Juste un petit. Il n'y a pas de souci, prenez votre temps, madame. Oui. C'est visible, hein? C'est visible? Oui. D'accord. Très bien. Donc, la première étape dans la création d'un CV, donc, c'est faire le point sur ce que vous allez mettre dans le CV. C'est-à-dire aujourd'hui, avant de créer votre CV, il faut d'abord réfléchir à ce que vous allez mettre. Donc, tous les jobs d'été que vous avez pu effectuer, les formations, les diplômes, les outils et les logiciels, c'est très important, surtout dans votre domaine. Donc, étant donné que c'est le domaine de la comptabilité et finance, c'est-à-dire que demain, vous serez amené à utiliser certains outils. Donc, comme le PC Compta, par exemple. Une fois sur le terrain, vous allez faire des formations sur des logiciels de RP tels que le SAP, par exemple. Donc, toutes ces maîtrises, vous allez devoir les intégrer sur votre CV. Votre niveau de langue aussi, parce qu'aujourd'hui, même si vous êtes dans les finances et la comptabilité, mais vous serez amené à apprendre de nouvelles langues. C'est-à-dire que le français et l'arabe, donc ces deux langues-là ne suffisent pas pour être en avant sur le marché de l'emploi, parce que c'est aussi une concurrence entre les candidats. Donc, le candidat qui aura plus de critères, c'est celui qui passera plus rapidement et qui pourra prétendre plus rapidement à un emploi. Donc, il y a les projets aussi personnels. Si par exemple, vous avez effectué des projets avec des camarades durant votre année scolaire, ou même en dehors de l'année scolaire, hein, si par exemple, vous faites partie d'une association à but non lucratif, donc ça aussi, c'est quelque chose à intégrer sur votre CV. Donc, ça va prouver que vous êtes une personne de très sociable, une personne qui s'intéresse à la vie sociale et qui s'investit également. Ça aussi, c'est très, très, très important. Donc, si vous avez, par exemple, des certifications ou des attestations, par exemple, que ce soit, par exemple, le TOEFL ou bien d'autres certifications qui ressemblent un petit peu à celle-ci, donc des distinctions. Vous auriez pu également avoir, durant votre cursus universitaire ou bien à l'école, des récompenses qu'il va falloir citer. Donc, que ce soit des récompenses par rapport à vous avez peut-être été major de promo au niveau de l'université, donc ça aussi c'est quelque chose à ajouter. Vous avez pu également avoir peut-être une recommandation de la part de l'un de vos enseignants. C'est aussi une chose, donc un détail à mettre dans votre CV. Donc là, c'est pour la première partie. Ensuite, là, c'est pour savoir un petit peu ce que vous allez mettre. Donc, une fois que vous savez ce que vous allez mettre, donc là, il va falloir les détailler. Donc, chaque expérience, vous devez détailler chaque expérience donc de votre parcours en tant qu'étudiant. Et alors, juste un petit détail, il va falloir ne pas donner trop de détails. C'est-à-dire, vous allez détailler sans rentrer vraiment en profondeur dans le sujet. Pourquoi? Comme ça, une fois l'entretien physique, vous pourrez donner plus de détails sur votre parcours en tant qu'étudiant. Voilà, donc jusqu'ici, est-ce que ça va? Allô? Tout à fait, madame. D'accord. Donc ensuite, il y a l'adaptation du CV.
Alors, donc là, c'est aussi une étape assez cruciale. Supposons que demain, donc vous êtes nouveau diplômé, vous êtes fraîchement diplômé de l'université ou bien de l'école, et vous avez l'intention de vous déplacer sur un salon de l'emploi. Donc, vous savez pertinemment que vous avez la liste des entreprises qui vont exposer pendant le salon. Donc, vous connaissez les entreprises. Donc, vous connaissez les secteurs d'activité. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir accès à Internet. Donc, on est quand même dans une société assez connectée. Donc, vous aurez aussi accès à l'information sur l'entreprise. Donc, vous devez dans un premier temps vous renseigner sur l'entreprise pour adapter votre CV au secteur d'activité de l'entreprise, mais aussi donc au poste, c'est-à-dire à la fiche de poste. Parce que généralement, les entreprises, lorsqu'elles mettent un poste à pourvoir, donc elles vont vous mettre… Donc, je m'adresse à vous, vénérables étudiants. Donc, vous pouvez envoyer ou bien rappeler vos camarades qu'il y a un webinaire qui se tient là actuellement, qui est super intéressant. Le webinaire portera sur l'employabilité, c'est-à-dire que on a signé une convention avec Triemploi qui va permettre à nos étudiants un éventuel emploi. On ne va pas dire qu'ils vont nous assurer ou nous garantir un emploi, mais éventuellement, ils vont nous aider dans ce parcours du combattant. Donc, c'est très, très intéressant. Et vous allez pouvoir, vers la fin, intervenir et poser vos questions si vous en avez. Donc, juste un petit souci technique. Madame Benihia s'est déconnectée. Elle reviendra incessamment, je suppose. Je l'espère, en tous les cas. Donc, elle est au courant qu'il y a un petit souci, donc elle va juste se reconnecter. Merci pour votre patience. Donc, on va juste patienter. Nous invitons également les étudiants à prendre des notes pour poser dans la seconde partie des questions. Voilà, Madame Benihia, je lui cède la parole. On ne vous entend pas, Madame Benihia? Allô? Oui. Vous m'entendez? On vous entend. Très bien, excellent. Alors, donc, tout à l'heure, où est-ce qu'on s'est arrêté? Donc, comme ça, je vais reprendre. Donc, c'était à la deuxième partie, la troisième? C'était à la deuxième partie, je suppose. Voilà, donc, pour créer un CV personnalisé. Voilà, c'est ça. Donc, Voilà. fallait donner des détails, mais sans trop donner de détails aussi. Voilà, exactement. C'est-à-dire que vous pouvez donner des détails sur votre parcours à l'école ou à l'université, mais il ne faudrait pas trop vous approfondir. Pourquoi? Donc, il va falloir laisser une partie pour l'entretien physique. Parce que si vous détaillez tout dans votre CV, une fois l'entretien physique, vous n'aurez pas beaucoup de choses à dire. Donc, voilà. Est-ce que vous pourriez éventuellement projeter ce que vous venez de projeter? Vous avez fait une présentation. Est-ce que vous pourrez éventuellement la… Pardon? Vous venez… Enfin, tout à l'heure, vous avez exposé une petite projection. Est-ce que vous pouvez la reprojeter, s'il vous plaît? D'accord. Oui, absolument. Alors, tout à l'heure, ce que je disais, c'est que vous, en tant que fraîchement diplômé, donc si éventuellement demain vous allez chercher du travail dans un salon, donc il y a souvent des salons de l'emploi qui sont organisés un petit peu partout en Algérie. Donc vous, lorsque vous vous déplacez au niveau du salon, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir personnaliser chaque CV selon le secteur d'activité de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'être dans une société connectée. Donc, ça veut dire qu'on a accès à l'information. Donc, avant de vous déplacer au niveau du salon ou même chez l'employeur qui vous a appelé pour l'entretien, il va falloir faire une première recherche sur l'entreprise pour savoir dans quel secteur est-ce qu'elle travaille, est-ce qu'elle a d'autres bureaux partout en Algérie ou seulement sur un territoire bien précis, quels sont ses produits, éventuellement si vous pouvez éventuellement avoir son chiffre d'affaires également. Donc, c'est des informations qui sont accessibles en ligne. Et ces informations, lorsque vous allez les développer durant l'entretien, donc ça sera un bon point pour vous. Le recruteur va voir que vous vous intéressez à l'entreprise, que vous avez fait un effort avant de venir. Et rien que pour ça, donc vous aurez de grandes chances de décrocher l'emploi. Allô? Allô?
Oui, madame, on vous entend. Ah oui, vous m'entendez? Ok, ok, très bien. Je pensais que ça s'est coupé. D'accord, d'accord, voilà. Donc là, donc ça sera un bon point pour vous. Après, Oui, vous poursuivez. donc ensuite, après la création, donc il faut adapter son CV. Donc il faut adapter son CV selon l'entreprise. Donc il faut également que le contenu soit cohérent avec la fiche de poste. Lorsque vous candidatez à un poste bien précis, donc ce qu'il faut savoir, c'est que le recruteur va mettre une fiche de poste. Donc il va mettre les détails de l'offre d'emploi en ligne. Pourquoi est-ce qu'il met les détails? Pour que la personne qui postule puisse les voir. Donc, elle va lire ces détails et savoir si ce sont donc des tâches et des missions qu'elle pourra accomplir. Je vous donne un simple exemple. Si c'est des tâches que vous ne pouvez pas accomplir, vous avez une licence en finance et comptabilité, et vous candidatez pour un poste en marketing. Donc, vous savez très bien que le recruteur ne va pas forcément vous prendre. Parce que pour prétendre à un poste en marketing, il faut être diplômé avoir une licence ou un master en marketing. Donc là, c'est un petit exemple que je vous donne. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une cohérence entre la fiche de poste, donc les détails de l'offre d'emploi, et également le CV. Voilà. Donc jusqu'ici, est-ce que ça va? C'est parfait. Très bien. Donc, ça va, pardon. Mais on aimerait bien voir les slides. Vous ne les avez pas encore projetés une Ah, d'accord. Excusez-moi. Monsieur Kadri l'a souligné, mais je crois que... Il y a des coupures, donc j'entends pas tout. Donc, il y a des petites coupures. Alors, excusez-moi. Ok. Donc, en attendant, Madame Benirria, toutes les questions, chers étudiants, si vous avez des questions, donc, on va essayer de les programmer à la fin de ce webinaire. Donc, on ne va pas poser les questions là maintenant. Donc, chaque étudiant essaiera de préparer ses questions et il les posera à Madame Benirria à la fin de ce webinaire. Merci, Madame. Attendez, est-ce que là, c'est bon pour le partage? Oui, Madame, c'est bon. C'est bon, très bien. D'accord. Donc là, c'est bon? Oui, Madame. D'accord. Donc là, on parlait de l'adaptation du CV selon la fiche de poste. La fiche de poste émise par le recruteur. Donc, quel que soit l'emploi ou l'emploi auquel vous postulez, donc il y a une adaptation qui doit se faire de votre CV. Donc, si vous trouvez sur le salon, par exemple, plusieurs entreprises de secteurs différents, donc là, il va falloir adapter votre CV selon le secteur et l'entreprise présente. Donc, comme ça, vous aurez plus de chances donc, de décrocher un emploi. Donc, ensuite, il y a la rédaction de votre CV. Donc, alors, pour la rédaction du CV, donc, de 1, il faut que le CV soit bien lisible. Il faut éviter les fautes d'orthographe, que ce soit un CV en arabe ou bien en français. Il faut vraiment éviter les erreurs d'orthographe parce qu'en fait, le CV, c'est la première façade de l'étudiant et du chercheur d'emploi. Donc, si le recruteur voit qu'il y a beaucoup trop d'erreurs ou bien que le CV n'est pas aéré, donc là, peut-être qu'il va passer par votre CV et ça sera quand même un point négatif pour vous et c'est ce qu'on aimerait éviter. Donc, il faut, dans la rédaction de votre CV, il faut inclure bien entendu les informations personnelles, nom, prénom, téléphone, mail,
adresse postale également. Alors, pour l'adresse postale, donc, il y a un détail bien précis. Donc, pour les personnes qui habitent, bon, je vais parler de Constantine, pour les personnes, les étudiants ou les nouveaux diplômés qui habitent à Constantine et qui ont des résidences ailleurs à Constantine, donc il va falloir les inclure sur votre CV. Ou bien, en personnalisant votre CV, donc vous allez créer un CV différent pour chaque offre d'emploi. C'est-à-dire, si vous postulez donc, chez des entreprises qui existent à Constantine, donc là, vous allez mettre votre adresse postale de Constantine. Si vous postulez donc à une offre d'emploi donc au niveau sur Alger, ou bien à Sétif, ou bien sur d'autres régions, et vous avez une résidence, donc je précise, donc vous avez une résidence dans ces régions-là, donc il va falloir mettre l'adresse postale de cette région. Parce que demain, lorsqu'une entreprise cherche à recruter une personne, donc que ce soit un jeune diplômé ou bien une personne confirmée, donc il y a certains critères objectifs sur lesquels elle se base. Et parmi ces critères, donc il y a la localité. Donc si elle cherche, l'entreprise par exemple se situe sur Alger, elle cherche une personne pour travailler sur Alger et qu'elle voit votre adresse postale au niveau de Constantine, même si votre CV est bien fait, elle ne va pas vous choisir. Donc là, c'est un détail qui est quand même assez important. Alors, il y a bien entendu le titre d'intitulé du poste auquel vous candidatez. Donc là aussi, c'est très important. Il y a aussi la photo. Alors, c'est vrai que la photo, elle n'est pas obligatoire, mais elle reste appréciée. C'est-à-dire, la photo n'est pas obligatoire sur un CV, sauf peut-être pour certains métiers. Dans votre cas, elle n'est pas vraiment obligatoire, donc pour les métiers de la comptabilité et des finances, mais ça reste qu'elle est quand même appréciée. Donc, ça prouve que donc le candidat donc, a fait un effort. Alors, il faut aussi que la photo soit professionnelle. Donc là, on insiste surtout sur ce détail. Donc ça, c'est très, très important. Si c'est possible de faire une photo sur un fond blanc, c'est encore mieux. Donc, il faut vraiment qu'elle soit professionnelle, avec une tenue professionnelle, présentable. Donc ça, là, ça va donner donc, une certaine image de vous. Voilà. Donc, et enfin, il y a la diffusion de votre CV. Donc, la diffusion de votre CV, il faut se faire circuler votre CV. C'est-à-dire que créer un CV et le garder chez vous, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, c'est pour ça que lorsque vous avez donc, des CV que vous avez créés sous votre main, donc, ce qu'il faut faire, c'est les diffuser en ligne. Vous pouvez également vous déplacer chez les entreprises parce que quelquefois, bon, il y a des entreprises qui ne sont pas forcément présentes en ligne, donc dans certains secteurs. Donc, dans ce cas-là, il va falloir se déplacer chez l'entreprise pour déposer votre CV. Donc, après, c'est à vous de vous renseigner. Comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment la chance de vivre dans une société connectée. Donc, l'information, elle existe en ligne. Lorsque vous voyez qu'il y a un recrutement et que l'entreprise n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de renseignements sur l'entreprise en ligne, vous pouvez vous déplacer. Après, comme je disais tout à l'heure, donc il ne faut pas se dire que voilà, j'ai envoyé mon CV et j'ai pas eu de retour, donc voilà, donc il n'y a pas d'emploi. Non, non, l'emploi, il y a des offres d'emploi. Seulement, il faut de la persévérance et de la motivation surtout. Vous êtes jeune, vous avez toute l'énergie qu'il faut, vous avez tout le temps qu'il faut, donc il faut vraiment profiter de votre âge pour décrocher les meilleurs emplois qu'il faut. Voilà, surtout dans votre secteur. Alors, donc là, ce sont si vous voulez, donc les étapes les plus importantes. Après, il y a aussi autre chose. Donc, il y a la création de... Allô, vous m'entendez? Oui, oui, madame, oui. D'accord. Donc, il y a également la création donc la création de la lettre de motivation. Alors, c'est vrai qu'on parle très peu de la lettre de motivation, mais elle est très importante. La lettre de motivation, tout comme le CV, doit être personnalisée. C'est-à-dire, lorsque vous racontez votre parcours, il faut le raconter de façon
dans votre lettre de motivation, il faut le raconter de façon à convaincre l'employeur. Comment est-ce que vous allez le convaincre l'employeur? Vous allez convaincre l'employeur en lui disant que voilà, vous vous intéressez à son secteur, que vous connaissez ses produits. Et également, il va falloir mettre aussi dans la lettre de motivation vos motivations. Quels sont vos objectifs à moyen et à long terme? Pourquoi est-ce qu'il faut mettre tous ces détails-là? Pour prouver à l'employeur que vous avez de la vision. C'est-à-dire que demain, vous êtes visionnaire, vous avez des objectifs et que vous êtes surtout motivé. Parce qu'en tant qu'étudiant, on ne demande pas de vous à ce que vous soyez compétent dans tel logiciel ou autre. Vous savez, dans notre expérience, on a eu affaire à des employeurs qui nous disent clairement, écoutez, nous, la compétence, elle s'apprend. Nous, on veut recruter des personnes motivées. C'est plus la personnalité qui prime que la compétence. Parce que la compétence, même si vous ne l'avez pas aujourd'hui, vous allez l'avoir demain. Donc ça, c'est clair. Et vous continuerez à apprendre tout au long de votre parcours. 5 ans, 10 ans, 20 ans d'expérience. On a rencontré des personnes qui ont 15 ans d'expérience. Jusqu'à ce jour, ils disent on apprend toujours. C'est-à-dire que rien n'est acquis. Donc, il faut toujours faire ses preuves. Et dans un premier temps, c'est vraiment le savoir-être qui prime. Donc, on insiste vraiment sur ce détail. Et ce savoir-être, on le voit clairement sur une lettre de motivation. C'est le temps que vous passez à rédiger votre lettre de motivation. Donc, ça ne coûte rien de demander à d'autres personnes de la relire. Vous savez, une seule lecture ne suffit jamais. Donc, même nous, dans notre travail, il y a toujours des relectures qu'on fait. Donc, on crée un texte, un article ou quoi que ce soit, et voilà, donc on le passe aux collègues pour qu'ils puissent relire. Donc, une deuxième lecture, elle est toujours bonne à avoir, parce qu'un deuxième avis est toujours bon à avoir. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas vues, rien n'est acquis. Voilà, donc il faut toujours se mettre ça en tête, c'est que vraiment, rien n'est acquis. Donc là, c'est pour la lettre de motivation. Voilà, donc jusqu'ici, est-ce que c'est bon? C'est parfait. Donc, c'est bien de positiver, vous venez de positiver. Alors, vous avez évoqué un point très, très sensible et important par rapport à nos étudiants. Donc, vous venez de dire que fallait pas vraiment avoir une énorme expérience. Il faut juste qu'on soit positif et qu'on va apprendre avec le temps. Donc, ça, c'est bien. Vu que nos étudiants seront fraîchement diplômés, donc ils n'auront pas énormément d'expérience. Donc, ça, c'est bien pour nos étudiants, ça va les booster un petit peu. Absolument, tout à fait. Tout à fait. Vous savez, c'est vraiment des expériences qu'on a eues chez nous. Hein. Donc, quel que soit le nombre d'expériences que vous avez, donc, souvent, c'est pas toujours ce qu'on a reçu d'excellents profils, hein, donc vraiment avec une expérience énorme, mais faute de personnalité, ils n'ont pas été retenus. Voilà. Donc, quelquefois, l'expérience à elle seule ne suffit pas. Donc, c'est vraiment la personnalité, le caractère de la personne, sa volonté également. C'est ce qui va les mettre en avant par rapport à d'autres candidats. Et en tant que jeunes diplômés, on ne leur demande pas d'avoir des compétences techniques ou autres. Hein. De toute façon, ils vont les apprendre sur le terrain, ça c'est clair. Entre la théorie, alors c'est ce qu'on dit souvent, donc à l'école ou bien à l'université, donc on leur apprend, donc plus ou moins, donc on leur apprend les technicités. Donc, c'est les technicités qu'ils vont utiliser une fois sur le terrain. Mais une fois sur le terrain, ce qu'on leur apprend, c'est à comment les utiliser. Parce que même s'ils ont terminé leurs études, donc il y a une deuxième étape de formation qu'ils vont recevoir. Et cette étape de formation, elle est faite en entreprise. Je vous donne un simple exemple. Une tâche qui peut se faire pour une personne qui est expérimentée, qui a de l'expérience dans le domaine, si cette personne peut la faire en 10 minutes, un jeune diplômé peut le faire en 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Mais il est toujours en phase d'apprentissage. Donc, on peut dire que même pendant la première année, l'étudiant doit se mettre en tête que voilà, il est toujours en phase d'apprentissage et rien n'est acquis. Donc, voilà. Donc là, c'est pour la première partie. Après, donc une fois votre CV, c'est bon, vous avez préparé votre CV.
Donc, il y a l'étape de la recherche d'emploi. Alors, vous pouvez faire votre recherche d'emploi d'abord, ensuite réaliser votre CV, ou bien vous pouvez éventuellement faire, par exemple, commencer à faire un CV standard et faire votre recherche d'emploi. Mais nous, on conseille aux gens de faire d'abord leur recherche d'emploi, déjà pour savoir pour qui postuler, pour savoir déjà ce qu'il y a sur le marché. Et il n'y a pas mieux que les job boards, qui sont une vitrine du marché de l'emploi en Algérie. Donc aujourd'hui, il y en a plusieurs et nous, on crée emploi. Donc nous avons créé notre site. En 2019. C'est vrai que l'expertise du marché de l'emploi, on l'a depuis 14 ans. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a créé Créer Emploi. Donc là, je vais vous donner un petit aperçu du site. Très bien. Voilà, donc là c'est écrit. Est-ce que vous avez accès au partage, c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, donc là c'est notre site. Voilà, donc là c'est la page d'accueil. Donc nous avons une partie pour les recruteurs. Donc là c'est une partie qui ne vous concerne pas vraiment, mais qui concerne plus les employeurs, donc les personnes les entreprises qui cherchent à recruter. Et nous avons la deuxième partie qui vous concerne. Donc, c'est une partie qui est réservée aux candidats. Donc, vous pouvez avoir accès directement par ici ou bien là, vous pouvez avoir accès à partir de la rubrique candidat. Donc là, nous avons plusieurs rubriques. Donc, il y a la rubrique accueil, donc c'est la rubrique sur laquelle on est actuellement. Il y a la rubrique candidat, donc candidature spontanée, trouver son emploi. Alors, la candidature spontanée également, c'est une très bonne chose. Donc, la candidature spontanée, elle permet aux personnes qui ne trouvent pas, si vous voulez, alors, supposons que vous surfez sur un site et que vous ne trouvez pas l'emploi qui vous correspond. Alors, allez vous inscrire en candidature spontanée. Lorsque vous vous inscrivez en candidature spontanée, donc votre CV va atterrir directement chez l'entreprise qui recrute. Et lorsqu'il va atterrir chez l'entreprise qui recrute, donc même si elle n'a pas des emplois immédiatement qui concernent votre profil, donc ils vont le garder chez eux pour que lorsque une offre d'emploi se présente et correspond au profil du candidat en question, donc là l'entreprise va vous contacter. Donc c'est là où se situe un petit peu la différence. Après, sur cette partie-là, vous allez trouver toutes les offres d'emploi disponibles. Donc là, vous avez, c'est des offres d'emploi par page. Donc vous pouvez postuler immédiatement. Donc vous pouvez également trier. C'est pour ça qu'il faut vraiment passer du temps sur les job boards. C'est-à-dire et faire votre recherche. C'est ce qui prouve la différence entre un candidat et un autre. Il y a un candidat qui se connecte sur la première page, donc il ne trouve pas et il sort. Donc pour lui, le site d'emploi, c'est uniquement la première page. Par contre, il y a d'autres candidats qui font réellement leur recherche. Comme par exemple, ici sur la droite, nous avons mis un système de tri donc qui permet aux candidats de filtrer les offres d'emploi selon ses préférences. Donc, selon les différentes fonctions qui existent. Par exemple, il y a la fonction audit et fiscale, donc il y a la fonction aussi comptabilité finance. Voilà. Donc là, on fait la recherche et là, vous aurez tous les emplois concernant l'audit, plutôt concernant la comptabilité et finance sur tout le territoire. Voilà. Après, vous avez également ici la possibilité de faire votre recherche en mettant un mot-clé. À titre d'exemple commercial. Donc là, par exemple, vous allez trouver tous les emplois qui existent et vous pouvez filtrer également par région, par niveau d'expérience. Si vous avez 1 an d'expérience, si vous êtes débutant également, vous pouvez le mettre. Donc, tout dépend du secteur dans lequel vous souhaitez travailler. Après, il y a aussi l'inscription. Donc, lorsque vous postulez
lorsque vous postulez et que vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire. Donc, il y a quelques étapes. Donc, c'est en 9 étapes. Donc, vous téléchargez votre CV en Word ou bien en PDF. Et là, ensuite, vous suivez les différentes étapes qui restent. Alors, ce qui est bien aussi en surfant sur les sites d'emploi, donc sur Tri-Emploi également, c'est la possibilité de se tenir informé donc des articles publiés sur le site. Alors, sur notre site, donc, en ce qui concerne Tri-Emploi, donc nous, en tant que job board, on n'agit pas en tant que recruteur uniquement, mais aussi en tant que conseiller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on publie des articles donc pour conseiller un petit peu les chercheurs d'emploi, pour leur donner les différentes ficelles, les différentes méthodes qui leur permettront de trouver rapidement un emploi. Il y a aussi, pour cette année par exemple, on a fait aussi quelques réorientations aussi professionnelles, donc des personnes qui étaient dans un secteur d'activité ou plutôt dans une fonction bien particulière et qui ont souhaité donc changer complètement de fonction. Et c'est des orientations professionnelles aussi qu'on a l'habitude de faire. Voilà, donc il y a aussi, alors ça aussi c'est une petite recherche qu'on a fait en interne, donc c'est une analyse SWOT. Là, c'est une fois que vous avez donc une certaine expérience sur le marché de l'emploi. Donc là, vous pouvez faire une analyse de vos compétences. Donc cette analyse de vos compétences va vous permettre de vous situer sur le marché de l'emploi. Donc, voir quels sont vos points faibles, vos points forts, les opportunités, les menaces qu'il y a sur le marché de l'emploi. Donc, toute cette analyse va vous permettre, là, donc c'est un petit exemple d'un article qu'on a écrit donc, il n'y a pas longtemps. Donc là, c'était pour le Covid. Donc, on a aussi écrit pas mal d'articles sur, par exemple, comment organiser son travail pendant le jeûne aussi. Ça aussi, c'est important. Donc, les métiers en vogue, les conseils pour les recruteurs, mais aussi comment séduire. Là, c'est toujours aussi pour les recruteurs. Pardon. Mais aussi quelques conseils sur comment réaliser, par exemple, un CV en anglais, les erreurs à éviter lorsque vous réalisez également votre CV. Donc, la création d'un CV en anglais également, comment faire un entretien en visioconférence. Depuis le Covid, chez Tri-Emploi, on fait beaucoup d'entretiens en visioconférence. Donc, Madame, ces articles sont disponibles. Donc, madame, bien compris, tous ces articles sont disponibles et tout le monde peut votre CV, c'est ça? Absolument, tout à fait. Tous les articles sont disponibles et tout le monde peut avoir accès. Tout le monde peut avoir accès. Alors, il y a aussi une chose assez spéciale qu'on a mise avec laquelle on a lancé notre site. Et c'est ce qui fait un petit peu la différence par rapport aux autres, c'est qu'on donne la possibilité à tout le monde de recruter. C'est-à-dire que demain, si un candidat ne trouve pas une annonce d'emploi qui le convient sur le site, et par contre, il trouve une annonce d'emploi qui peut correspondre à une personne qu'il connaît. Donc, il peut nous la recommander. Et si nous la recommandons et que cette personne, que la personne recommandée est recrutée par l'employeur, donc là, nous, on fournit une prime, une récompense pour le candidat qui nous a recommandé la personne en question. Voilà, donc ça donne la possibilité vraiment à tout le monde d'être recruteur, si vous voulez. Voilà, donc là, c'est pour le site. Après, nous avons aussi quelques petits conseils pour les étudiants. C'est qu'aujourd'hui, donc, vous pouvez avoir une licence ou bien un master en finance ou bien en comptabilité, mais ça ne veut pas forcément dire que vous allez faire une carrière uniquement en finance. Parce que les métiers de la finance et de la comptabilité sont énormes. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez passer toute votre vie à faire que de la comptabilité ou toute votre vie à faire des finances. Vous pouvez vous orienter vers d'autres métiers.
donc comme le métier de l'audit, donc les métiers de contrôle de gestion aussi qui sont très demandés. Tout dépend de votre orientation lorsque vous débutez votre carrière. Donc après, ça sera à vous de voir quelles sont les parties dans lesquelles vous êtes plus à l'aise pour faire une orientation bien concrète. Voilà, donc c'est bon jusqu'ici? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je ne sais pas si depuis tout à l'heure, il y a eu des questions. Je récapitule un petit peu. Donc, Madame Beniria a évoqué premièrement le premier point qui est de très, très important. Moi, personnellement, je traite ce point en cours avec mes étudiants. Il s'agit bel et bien de l'élaboration du CV, de la lettre de motivation. C'était très instructif. Et on a aussi abordé la question sur laquelle consisterait comment sortir sur la plateforme. Et on a donné l'exemple de la plateforme Free Emploi qui est super attractif et super intéressant. Donc maintenant, nous allons dire un petit débat, si j'ose dire. Donc nos étudiants, s'il vous plaît, si vous voulez poser des questions à Madame Beniria. Alors nous avons reçu d'ores et déjà une première question de Mariam Anfal Fanor. Donc, alors la question est la suivante. Comment savoir quelles entreprises envisager pour déposer son CV? Donc, je répète, comment savoir quelles sont les entreprises visées pour déposer un CV? Donc ici, c'est par rapport au choix, je suppose. D'accord. Très bien. C'est une très très bonne question. Alors c'est Mariam, c'est bien ça, c'est elle qui a posé la question. Alors Mariam, nous ce qu'on peut vous conseiller, c'est que demain, lorsque vous allez postuler, alors il faut que vous soyez très stratégique. Pourquoi? Parce que dans votre métier, vous allez devoir apprendre à travailler sur différents secteurs. Nous, ce qu'on vous conseille, avec un diplôme en finance ou comptabilité, donc les entreprises que vous allez devoir cibler et qui seront, en fait, stratégiquement parlant, qui sera vraiment plus avantageux pour vous, c'est les cabinets d'audit, donc les cabinets de commissariat aux comptes et les institutions financières. Parce que dans un premier temps, ça sera vraiment une formation pour vous. Pourquoi? Parce que demain, lorsqu'il y aura, que ce soit des entreprises nationales, des multinationales ou des grands groupes privés, lorsqu'ils vont chercher le responsable financier ou bien le chargé financier, ils vont les chercher habituellement chez des cabinets de commissariat au compte, des cabinets d'audit ou des institutions financières. Bon là, c'est l'expérience qu'on a eue. Donc, dès qu'un employeur cherche un responsable financier, la première exigence qu'il fait habituellement, c'est de nous dire que voilà, moi j'aimerais bien que mon responsable financier ait une expérience dans une institution financière ou qu'il soit issu d'un cabinet d'audit ou un cabinet de commissariat aux comptes. Parce que lorsque vous êtes dans un cabinet de commissariat aux comptes, là vous travaillez avec différents secteurs, vous travaillez sur différents projets, vous êtes, si vous voulez, en quelque sorte un chargé de compte comptable pour plusieurs entreprises. Et donc, vous allez bénéficier d'une certaine autonomie, d'une certaine polyvalence que les recruteurs recherchent aujourd'hui. Et donc, voilà. Donc là, c'est très important. Vous pouvez débuter, par exemple, en tant que comptable dans un cabinet d'audit et de commissariat en compte. Ensuite, vous allez, par exemple, vous serez, par exemple, recruté dans une entreprise, dans un grand groupe ou même dans une PME. Donc, après 2 ans d'expérience en tant que comptable général, donc ça, c'est un autre exemple. Ensuite, au fur et à mesure, vous allez donc gagner de l'expérience et parce qu'il y a des personnes qui vont aller directement vers les finances parce qu'elles se sentent plus à l'aise dans les finances. Il y a des personnes qui vont rester dans la comptabilité générale parce qu'elles se sentent plus à l'aise. Allô? Oui, madame, on vous entend.
parce qu'elles se sentent plus à l'aise dans la comptabilité. Il y a d'autres qui vont aller vers l'audit, donc vers l'audit interne, il y a l'audit externe, il y a d'autres personnes qui vont aller vers le contrôle de gestion. Bien sûr, déjà pour arriver, pour prétendre par exemple pour un poste de contrôleur de gestion, il faut passer par le poste de comptable. Ensuite, le poste de financier. Et par la suite, travailler éventuellement dans l'audit et enfin le contrôle de gestion pour atteindre un poste de DFC. Donc là, 15 ans d'expérience, 20 ans. Donc, je pense que c'est le poste qui est le plus convoité par les financiers et les comptables. Voilà. Donc, mais comme je disais tout à l'heure, donc les cabinets de commissariat aux comptes, d'audit et les institutions financières, c'est là où doit impérativement débuter votre carrière. Donc, si je veux bien compris, le meilleur tremplin qui puisse exister pour nos étudiants, donc quand on est diplômé, c'est un cabinet d'expertise comptable ou éventuellement un cabinet d'audit. Donc, c'est ça. Donc, c'est ce que vous conseillez à nos étudiants. Absolument, tout à fait. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup. Donc, on passe à la deuxième question. Donc, la deuxième question, elle a été posée par Seima Mansouri. Alors, Seima, est-ce que vous voulez lire votre question ou vous voulez que je la lise? Seima, vous pouvez participer à l'appel. Allô, allô, Seima. Donc, je lis ce qu'elle a mentionné. Donc, on sait qu'il existe des plateformes d'enseignement existantes, en l'occurrence marketing, comptabilité, langue, RH, qui sont gratuites ou coûteuses. Par exemple, la plateforme Coursera, Reward, Idrak, ou bien Porta et beaucoup d'autres. Est-ce que je peux ajouter des certificats ou des attestations obtenues via ces formations en ligne dans mon CV? Est-ce qu'il faut que ces certificats doivent être accrédités? Alors, je suppose qu'elle veut dire qu'elles soient ratifiées. C'est-à-dire que, enfin, je parle à sa place. Donc, je suppose qu'elle pose la question suivante. Donc, par rapport à ces formations qui sont en ligne. Donc, est-ce qu'elles peuvent plutôt ramener une valeur ajoutée? Voilà. D'accord. Alors, merci beaucoup, Shaima, pour votre question. Donc, c'est une question très pertinente. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il existe beaucoup de formations en ligne. Quelques-unes sont certifiantes, d'autres pas. Comment choisir la bonne certification et la bonne formation? Nous, ce qu'on vous conseille, c'est de faire des formations par rapport à vos ambitions, par rapport à vos motivations. Si demain vous faites une formation de GRH alors que vous êtes dans la comptabilité, il faut dire qu'est-ce que vous allez faire avec cette formation. Il faut vous poser cette question. C'est-à-dire faire des formations juste pour remplir son CV, en fait, ça va mettre le doute chez le recruteur. Parce que la question qui va se poser, c'est, OK, donc elle postule pour un poste, donc il a son CV devant, voilà, donc c'est un bon CV, il est bien lisible, mais il voit qu'elle a fait beaucoup de formations. Donc, elle postule pour un poste de comptable, mais elle a fait une formation, par exemple, en GRH, en communication, IT, technique, etc. Donc là, il va se poser beaucoup de questions. Et le but, c'est de ne pas pousser le recruteur à se poser les mauvaises questions. Voilà. Et lorsque vous faites une formation, il faut toujours vous poser la question: qu'allez-vous faire avec cette formation? En ayant beaucoup de formations, ça ne veut pas forcément dire que vous allez avoir la possibilité de prétendre à plusieurs postes. Parce que le recruteur, lorsqu'il va choisir votre CV, il va se baser sur une fiche de poste qu'il a lui-même publiée. Donc, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut que le CV puisse être adapté à la fiche de poste. Donc, c'est vrai qu'on a souvent tendance à entendre, que ce soit sur les réseaux sociaux, que sur différentes plateformes, que voilà, il faut faire des formations, il faut faire ça, il faut remplir son CV. Tant que vous êtes jeune diplômé, il faut remplir votre CV avec beaucoup de formations. Mais lorsque vous faites des formations sans but bien précis, en fait, ça sera vraiment en votre défaveur. Donc, les formations, ils sont bien. Donc, les langues, c'est une excellente chose. Pourquoi je disais tout à l'heure que les langues, c'est une bonne chose? Parce que lorsque vous allez monter en compétences, vous allez devoir
si vous travaillez dans une multinationale ou même dans un grand groupe privé algérien, vous allez devoir communiquer avec d'autres départements, faire des rapports également en anglais par exemple, et ça c'est très important. Donc c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que les langues c'est important. Après, faire des formations de façon, je dirais peut-être aléatoire, c'est pas toujours en votre faveur. Moi, ça reste quand même un avis personnel, je trouve que c'est plus une perte de temps. C'est-à-dire qu'au lieu de s'investir sur quelque chose qui va vous servir sur le moyen et le long terme, donc là, on se retrouve malheureusement à faire des formations qu'on ne va pas forcément utiliser. Donc, il faut vraiment que le choix de la formation soit stratégique par rapport à votre projet de carrière. Donc, quand on parle de projet de carrière, c'est votre projet professionnel. Donc, vous allez vous faire aujourd'hui, pour demain, pour l'année prochaine, etc. Très bien. Alors, on a une deuxième question super intéressante, toujours de Mariam Amsal. Alors, Mariam, est-ce que tu veux la poser toi-même? Mariam, je préfère que tu... Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Aya, on t'écoute, Mariam. Merci, Zid Fadlak. Alors, tout d'abord, je veux remercier Madame pour ce webinaire très enrichissant. Ma question était, est-ce que c'est meilleur pour un candidat d'établir son CV selon toutes ses compétences ou selon les compétences requises pour le poste seulement? Parce qu'on entend toujours que le candidat doit être pluridisciplinaire pour qu'il soit intéressant. Voilà. D'accord, j'ai compris. Très bien. Merci beaucoup, Mariam, pour votre question. Oui, comme je disais tout à l'heure, il faudrait que votre CV donc soit adapté donc, au poste en question. C'est-à-dire que si vous mettez, vous soyez jeune diplômé ou même expérimenté, si vous mettez trop de détails ou peut-être beaucoup trop de compétences, peut-être que l'employeur et le recruteur va se dire que peut-être que soit cette personne, elle est sûre, donc elle a beaucoup trop de compétences pour le poste pour lequel, donc pour le poste qu'on recherche, ou bien peut-être qu'elle n'est pas spécialisée dans ce métier qu'on recherche. C'est-à-dire, alors moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de bien lire la fiche de poste et de créer votre CV selon la demande. Alors, vous pouvez créer plusieurs CV. Donc, si vous êtes pluridisciplinaire et que vous avez plusieurs compétences et que vous avez plusieurs compétences, donc là, ce que vous pouvez faire, créer chaque CV pour un CV pour chaque entreprise. Donc, voilà. Donc là, vous aurez plus. Merci. Je vous en prie. Très bien. Alors, moi, personnellement, j'ai une question qui est très, très vague, très générale. C'est par rapport aussi à nos étudiants. Donc, chère madame, entre l'étatique et le privé pour un jeune diplômé, pour un étudiant fraîchement diplômé. Alors, vous dites quoi entre l'étatique et le privé? Alors, qu'en dites-vous? C'est une excellente question que vous posez ici. Alors, en fait, entre étatique et privé, la question, c'est pas de l'étatique ou du privé. La question, c'est du poste en lui-même. C'est-à-dire que nous, comme par exemple, nous, en tant qu'entreprise, on recrute pour le privé, comme on recrute aussi pour le secteur public. Donc, la question la véritable question qui se pose, c'est pour quel type d'emploi je postule. Donc, après, donc, il y a des entreprises publiques qui sont bien cotées, qui ont une bonne organisation, qui ont une bonne gestion aussi. Et comme il y a aussi des entreprises privées qui ont également une très bonne gestion. Après, dire aussi que voilà, le public c'est meilleur que le privé, on n'est pas vraiment dans cette optique. Donc, il n'y a pas de meilleur ou il n'y a pas vraiment de choix entre l'étatique et le privé. C'est vraiment l'emploi en lui-même. Donc, et puis les règles, vous savez, hein, la réglementation c'est la même pour tout le monde, hein, que ce soit dans le public ou le privé. La réglementation du travail, elle est la même partout. Donc, voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions de nos étudiants? Alors, je vérifie seulement.
Alors. Est-ce qu'il y a une question? D'autres questions, s'il vous plaît? Profitez de Madame Myria. Elle ne sera pas là tous les jours. Donc, s'il vous plaît, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Madame Ben Abdelhafid, je vois que vous avez levé la main. Est-ce que vous avez une question? Oui, je vous remercie. Mais je viens de voir la notification de NFED. Je préfère lui donner la parole si vous permettez. Très bien. Excellent. D'accord, madame. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que je pose beaucoup de questions, mais il y a quelque chose qui suscite ma curiosité, on va dire. Dans les entretiens, on dit souvent qu'il faut faire sentir au recruteur qu'il a besoin de nous, et non pas l'inverse. Alors, comment peut-on établir en quelque sorte cette énergie de confiance dans un entretien sans avoir l'air arrogant? Oui, c'est une excellente question parce que qu'en fait, on a eu pas mal d'anecdotes par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a en face de nous donc un candidat qui a beaucoup trop d'assurance. C'est-à-dire à un moment donné, cette assurance, elle joue en sa défaveur. En fait, à mon avis, nous, ça c'est un conseil d'un recruteur, c'est qu'il faut être sincère. C'est-à-dire, il ne faudrait pas, surtout lorsque vous êtes jeune diplômé. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous êtes jeune diplômé, c'est vous qui avez à bénéficier de l'employeur. Donc, certes, il va bénéficier de votre savoir-être, de votre savoir tout simplement, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vous qui allez être formé pendant quand même une certaine période, parce que la formation académique et la formation pratique, c'est pas la même chose, c'est vraiment très différent. Donc, à mon avis, il ne faut pas vraiment... C'est bien d'avoir de l'assurance, mais ce qui est encore mieux, c'est d'avoir de la modestie pendant l'entretien. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être modeste. Il ne faudrait pas y aller avec l'idée que, voilà, il faut essayer d'être objectif sans pour autant donner l'information, plutôt transmettre l'information indirectement au recruteur, comme quoi donc il a besoin de vous et que voilà, donc il ne peut rien faire sans vous, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le recruteur va recevoir plusieurs personnes. Donc, vous ne serez pas la seule personne, qui va recevoir. Donc, il va recevoir plusieurs personnes. Il y a certaines, par exemple, je vais vous donner l'exemple des jeunes diplômés. Donc, vous êtes la force productrice de demain, donc je dirais ça comme ça. Et lorsque vous postulez à votre premier job, il ne faudrait pas être trop exigeant aussi, même en matière de salaire. Donc là, c'est quelque chose que je voulais souligner. Parce que lorsque vous débutez, vous allez chez le recruteur, il vous dit, écoutez, voilà, donc combien vous pensez valoir en matière de salaire, et là vous dites oui, 50 000 dinars parce que j'ai un master. Vous savez combien de personnes qui ont un master et qui reçoit le recruteur? Donc, à mon avis, la meilleure réponse, c'est la réponse la plus qui va vraiment attirer le recruteur lorsqu'il va vous recruter, c'est que voilà. Donc, que vous n'avez pas forcément de chiffre en tête parce que vous êtes toujours en apprentissage et que lorsque vous serez sur le terrain, et c'est après que vous allez faire votre période d'essai, vous allez terminer votre période d'essai, vous allez pouvoir prétendre à un salaire. C'est-à-dire que vous aurez un salaire, mais c'est pas normal. Donc, c'est la législation, vous n'allez pas travailler gratuitement, ça c'est clair. Mais exiger un salaire de départ, à 50 000 dinars par exemple, ou à 40 000 dinars, ça c'est un petit peu, on dira que c'est un petit peu prétentieux, voilà. Donc on dira que c'est un petit peu prétentieux. Parce qu'il faut toujours se mettre en tête que vous êtes en concurrence avec d'autres candidats. Vous n'êtes jamais seul sur le terrain. Donc il faut mettre toutes les chances de votre côté pour décrocher l'emploi. Voilà. Mais sinon, la solution, c'est vraiment être modeste. Raconter votre parcours et le raconter avec passion. C'est-à-dire que pour que l'employeur puisse voir et le recruteur puisse voir réellement que vous êtes passionné par votre métier. Parce que vous savez, ça se voit.
Donc, nous, on ne dit pas grand-chose pendant l'entretien, mais à travers la gestuelle, à travers donc le discours du candidat, on peut savoir pertinemment si c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait, si c'est quelqu'un qui veut avancer, mais sans pour autant faire sentir au recruteur que son oui ne pourra pas avancer. Merci, merci Madame Ben Yahya. Bah, dans le sillage de ces réponses, donc moi j'aimerais rebondir sur le gestuel. Donc quels sont vos conseils de gestuel, c'est-à-dire les gestes à éviter, les paroles aussi, par exemple, est-ce que l'on aborde le sujet du salaire ou alors on négocie ou on accepte facilement? Quels sont vos conseils pour vraiment orienter nos étudiants? Voilà. D'accord, très bien. Alors, pour ce qui est, bon, je vais commencer par la deuxième, qui est donc le salaire. Alors, pour ce qui est du salaire, il faut attendre. Alors, lorsque le candidat est un jeune diplômé, donc de préférence, il va devoir attendre, donc, parce que l'employeur, il va en parler. Donc, il ne va pas, pendant l'entretien, il va en parler. Il peut ne pas en parler pendant l'entretien et attendre de voir les autres candidats pour pouvoir donc programmer un deuxième entretien avec le candidat et parler effectivement du salaire. Mais il ne faudrait pas que le jeune diplômé puisse aborder le sujet le premier. C'est-à-dire qu'il faut laisser l'employeur donc vous faire la proposition. Bien sûr, il faut également que ça soit une proposition logique, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas non plus que ça soit une proposition en dessous du SMIC. Voilà, donc il ne faut pas non plus exagérer. Donc il faut vraiment être dans la normalité. Après, la négociation, elle se fait généralement après les 3 mois d'essai. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas négocier un salaire dès le départ. Vous pouvez le négocier après les 3 mois d'essai, surtout lorsque vous êtes jeune diplômé. Ensuite, donc après les 3 mois, donc lorsque le candidat aura fait ses preuves, et ce qui est toujours bien, c'est de faire par exemple un tableau des tâches qu'il a effectuées, des objectifs qu'il a atteints, de tout ce qu'il a pu apprendre, et de faire par exemple après les 3 mois d'essai, parce qu'il y a toujours un entretien qui est fait après les 3 mois d'essai pour savoir un petit peu l'employé, donc recruté, où est-ce qu'il en est. Est-ce qu'il a avancé? Est-ce qu'il a réalisé des donc il y a un deuxième entretien. Au cours du deuxième entretien qui se situe donc après les 3 mois d'essai, donc là, le candidat pourra négocier son salaire selon bien entendu les objectifs qu'il aurait atteints et selon aussi les avancements qu'il aurait pu donc réaliser. Voilà, donc là c'est pour la partie salaire. Alors pour ce qui est de la gestuelle, donc en fait, lorsque vous êtes en face du recruteur, de un, peut-être qu'il faudrait, donc il y a certains par exemple gestes, il ne faut pas peut-être parler beaucoup trop avec les mains aussi, parce que quand vous parlez beaucoup trop avec les mains, donc là, le recruteur va se dire que peut-être la personne n'est pas vraiment sûre d'elle, parce que généralement les personnes qui parlent beaucoup trop avec les mains donc, sont perçues comme étant des personnes qui n'ont pas assez d'assurance, même si c'est vrai qu'on est en Méditerranée et que nous, en étant en Méditerranée, on aime la gestuelle, donc on n'a pas trop le choix pour ça. Mais ça reste qu'il faudrait peut-être diminuer un petit peu. Il faut se concentrer aussi sur les questions du recruteur, donc pour ne pas sortir du sujet. Voilà, donc il faudrait également regarder également le recruteur lorsque vous parlez donc vous faites votre narration, donc moi j'appelle ça de la narration, de votre parcours, donc il faudrait bien regarder le recruteur pour lui prouver que vous avez de la présence. Donc pour ce qui est de la tenue vestimentaire, donc s'il vous plaît évitez les jeans et les baskets. Donc ça donne vraiment une très mauvaise image du candidat, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la première image que vous donnez, c'est généralement l'image qu'il a de vous. Donc même si vous essayez par la suite de changer votre image, ça ne va pas marcher, parce que lui, il a gardé la première image. Donc si vous pouvez être surtout dans ce domaine-là, dans tout ce qui est finance et comptabilité, donc c'est un domaine qui est un petit peu carré, donc ça serait bien de mettre une chemise classique. On ne vous demande pas de mettre une cravate ou un nœud, donc pas du tout.
mais une chemise, un pantalon un petit peu classique, voilà, donc des chaussures correctes. Il faut vraiment éviter les trop décontractés. Donc, oui. Alors, bonjour, comment faire face au problème de manque d'expérience en tant que nouveau diplômé? Donc, c'est la question pratiquement qui se répète tout le temps. D'accord. Alors, en fait, comme je disais tout à l'heure, donc donc le manque d'expérience n'est pas forcément un frein. Pourquoi? Parce que lorsqu'un employeur ou un recruteur cherche un jeune diplômé, ça veut dire qu'il ne cherche pas forcément quelqu'un qui a de l'expérience. Donc, c'est plus le savoir-être qu'il cherche. Donc, mais il ne faudrait pas non plus, il faut être aussi un peu réaliste. C'est-à-dire, si vous êtes jeune diplômé et que vous postulez pour un poste de directeur financier, donc là, vous savez pertinemment que ce ne sera pas possible de décrocher. Mais je vous assure d'une chose, c'est que pour ce qui est des cabinets de commissariat aux comptes et de comptables, ils recrutent les jeunes diplômés. Donc, ce qu'on peut vous conseiller, c'est de faire dans un premier temps un stage. Donc, vous avez des stages de fin d'études. Vous faites au niveau de l'école. Donc, vous faites votre stage au niveau de ces cabinets, des institutions financières. Et donc, au bout de 2-3 mois, donc, on vient de 6 mois, donc tout dépend de la durée du stage. Et généralement, ils sont recrutés, surtout au niveau des institutions financières et des cabinets de comptabilité. Par contre, il faut bien cibler donc le cabinet, il faut bien cibler l'institution en question pour savoir réellement où est-ce que vous souhaitez être orienté. Donc, si vous avez fait des finances et vous souhaitez travailler dans les finances, donc les banques, ça reste une bonne cible. Si vous avez fait de la comptabilité, donc là, moi, je vous conseillerais plus les cabinets de commissariat aux comptes et de comptabilité. Voilà. Tout dépend de votre orientation. Parfait. Merci infiniment. Est-ce qu'on a d'autres questions par nos étudiants? Alors, je vérifie seulement. Alors, je suppose qu'on a fait le tour de toutes les questions. Donc, on va clôturer le webinaire maintenant. Donc, je vous remercie infiniment pour votre courtoisie, amabilité. Merci à vous pour cette collaboration. Donc, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Donc, nous espérons pouvoir donc, organiser d'autres événements avec vous, que ce soit en ligne ou en présentiel. Donc, tout dépendra de ce qui nous attend demain, parce qu'on ne sait pas vraiment comment est-ce que ça sera d'ici quelques mois. Donc, voilà, donc nous espérons aussi que le Covid ne reviendra pas. Comme ça nous permettra de travailler un petit peu plus. Voilà. Et, je vous remercie, Madame Benihia. C'est très bénéfique pour les étudiants. Le corps enseignant est en train de contribuer efficacement à sensibiliser l'étudiant, lui donner des conseils à travers les exposés et tout. Nous essayons aussi avec les Rolex de sensibiliser aussi ce côté gestuel, côté comment se présenter pour réaliser le stage, que ce soit de fin d'études ou de découverte. Je voudrais aussi rassurer nos étudiants que cette année, l'école s'est engagée à collecter leurs CV et les diffuser auprès des entreprises avec qui elle est conventionnée, y compris la vôtre. Par exemple, cette année, nous avons transmis pas mal de CV d'étudiants de l'année dernière, l'année universitaire 2020-2021, dans l'espoir qu'ils puissent être recrutés par les entreprises avec qui vous collaborez. Je vous remercie. Je remercie Monsieur Kadri. C'était vraiment un webinaire particulier. Donc, malgré qu'il y a eu un problème technique, Monsieur Kadri a su gérer. Donc, je vous remercie. J'espère que ces rencontres vont se multiplier, Inch'Allah. Je remercie l'ensemble des étudiants, des enseignants. Je vous remercie, Madame Benihia. Au plaisir de vous revoir. Merci, Madame Benihia. Au revoir. Merci, au revoir.